Avril 2011, Nantes. La famille Dupont de Ligonnès habite au 55 boulevard Robert Schumann. On y retrouve dans la maison Xavier, le père, et sa femme Agnès. Arthur, un fils d'Agnès, né d'un précédent mariage reconnu par Xavier. On y retrouve aussi Thomas, Anne et Benoît. Une famille en apparence classique, comme de nombreuses autres familles. Mais bon, évidemment, comme tout le monde, tout n'est pas parfait chez les Dupont de Ligonnès. Des problèmes de couple entre Xavier et Agnès, mais aussi d'argent. Franchement, quelle famille n'a pas de problème parfois? Qui n'a pas un fantôme du passé? Un moment difficile, une épreuve à surmonter. Bon, on va pas se mentir les amis, la vie n'est facile pour personne. Parfois, c'est le travail qui ne va pas, d'autres fois, c'est en famille que c'est compliqué. La différence entre chacun d'entre nous, c'est la façon dont nous réagissons face aux difficultés. Se battre ou se laisser abattre. Et vous le comprendrez avec ce documentaire sur Xavier Dupont de Ligonnès, certaines personnes choisissent une troisième voie, battre et abattre. Ces derniers temps, Xavier s'est montré agacé, irritable. Il fuyait souvent le domicile conjugal dans les bras de ses maîtresses, laissant Agnès livrée à elle-même. Pourtant, ce dimanche 3 avril, il se montre assez différent. Souriant, enthousiaste, il amène la famille manger au Charolais Grill. Ce jour-là, seul Thomas est absent. Bon là, ça va être viande pour tout le monde, accompagné d'un martini pour Agnès et d'un verre de Bordeaux pour lui. À 21h45, il règle l'addition de 136 € et c'est la dernière apparition publique certaine de la famille Dupont de Ligonnès. Parce que, oui, peu de temps après, on va découvrir 4 des corps de la famille Dupont de Ligonnès le 21 avril 2011 et la question est précisément mais qui les a abattus et pourquoi? Des questions qui n'ont encore aujourd'hui aucune réponse certaine. Le 5e membre de la famille, lui, n'a jamais été retrouvé, devenant le suspect numéro 1 des meurtres du reste de la famille. D'autant plus que les enquêteurs ont des preuves qu'il a survécu à sa famille, en tout cas quelques jours avant de disparaître. Dans des circonstances d'ailleurs qui paraissent trop bien orchestrées pour être vraies. Alors s'est-il suicidé? A-t-il fui? On n'en sait rien. Depuis 2011, il faut savoir qu'on n'a pas une trace de l'ombre de Xavier Dupont de Ligonnès. Pourtant, les enquêteurs sont encore à sa recherche. Certains signalements de témoins affirment même l'avoir vu et relancent régulièrement l'affaire. Une affaire qui dépasse totalement les frontières de l'Hexagone et préoccupe pas mal les autorités internationales. Bon, comme vous le savez, dans l'histoire, il y a de nombreuses affaires irrésolues, comme par exemple l'affaire du tueur du Zodiac. Évidemment, certaines sont résolues, d'autres sont résolues plus d'1 siècle après les faits. Et évidemment, là où il y a du mystère, toutes les théories sont possibles. Et le mystère n'appartient pas au passé. Aujourd'hui se jouent encore des drames qui restent irrésolus, dont on ne connaîtra peut-être jamais la vérité. Bon, celui sur lequel on va se pencher maintenant est très connu en France. Déjà parce qu'il a traumatisé le pays en 2011 et aussi parce qu'il laisse un mystère irrésolu. Et surtout parce qu'il est encore d'actualité. Mais alors, est-ce qu'un jour du coup on retrouvera la trace de Xavier Dupont de Ligonnès? Bon, vous connaissez la chanson Chez mon petit rat avant qu'on commence à partir à sa recherche. N'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo à la fin, du moins, voilà, mettez un petit like, abonnez-vous à cette chaîne, on est bientôt aux 300 000 abonnés, c'est juste fou, merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à me compléter avec bienveillance dans les commentaires si j'oublie quelques trucs sur l'affaire. Bref, on commence. Déjà, commençons par le début. Xavier, il faut savoir que c'est un descendant de la noblesse française, de la région d'Annonay. J'espère que ça se dit comme ça, sinon on va m'attraper dans les commentaires. Désolé d'avance pour ça. La région se situe entre Valence et Saint-Étienne. Lui, né le 9 janvier 1961 à Versailles, sous le nom complet de Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès. Mais bon, si ça vous va, on l'appellera simplement Xavier ou XDDL, plus simple en vrai. Son père, Bernard Hubert Marie Dupont de Ligonnès, est ingénieur de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aéronautique à Poitiers. Marié à Geneviève Maître, l'homme est un séducteur invétéré, plus souvent dehors qu'à la maison. Il abandonne le foyer alors que Xavier n'a que 10 ans seulement, le laissant avec sa mère et ses 2 sœurs, ce qui est plutôt mal perçu dans son milieu de noblesse. Avec leur mère, ils vivent dans un appartement à Versailles, rue du Maréchal Foch. Geneviève a fondé un groupe de prière dans les années 60, fondé sur l'idée que l'apocalypse approche. Déjà, vous voyez où le petit grandit, ça part déjà en steak. Bon, pour vous expliquer un peu le truc,
lui, c'est un groupe privé et plutôt fermé, nommé Philadelphia, implanté entre Versailles et le nord de la Bretagne. Elle dit avoir des visions médiumniques, être une mystique inspirée, et donc pour ses fidèles, en gros, elle reçoit et délivre les messages du Christ, des messages apocalyptiques apparemment. Pendant les rassemblements dans les abbayes, il se lève à 6 heures, prie la Vierge Marie dans des messes en latin. Geneviève se montre froide, directive. Elle distribue ses ordres, mais aussi ses conseils conjugaux et a tout d'une manipulatrice en fait, selon d'anciens fidèles. Elle raconte des théories complotistes, soupçonne même l'Église catholique d'avoir remplacé le pape Paul VI par un sosie. Des propos qui inquiètent certains proches de ses fidèles qui sont une cinquantaine. Les autorités psychiatriques de la ville sont même alertées de la situation. On note des déscolarisations abusives et de nombreuses ruptures professionnelles. On dénonce qu'elle ordonne à ses fidèles de lui verser plusieurs centaines d'euros par mois, tout à l'apparence d'un groupe à dérive sectaire. Le Vatican lui-même envoie 2 prêtres pour encadrer le groupe et empêcher les dérives sectaires. Car autour de Geneviève, les fidèles ont tendance à abandonner leurs proches et de ne plus donner aucune nouvelle. Xavier, donc lui, il baigne dans cet univers hyper oppressant, et en 2019, alors que le groupe est dirigé par la sœur de Xavier, Christine, il fera l'objet d'une enquête préliminaire. Mais la famille, pourtant, est plutôt chaleureuse et accueillante. Xavier est scolarisé à l'école privée Saint-Exupéry. Adolescent, il aime le rock et Elvis Presley. Et même si c'est plutôt un gars timide, ses amis le trouvent généreux et hyper solaire. Il a de l'instruction, de l'amour. Il est aussi très inspiré par les histoires de chevaliers du Moyen-Âge, mais aussi par l'art, les lettres, la littérature, il kiffe ça de fou. Il rêve même d'une vie aux États-Unis avec son ami Bruno qu'il rencontre à seulement 16 ans. Dans sa vingtaine, en 1979, il rencontre celle qui deviendra sa femme, la fameuse Agnès, fille d'avocat et architecte. Une famille plutôt osée et estimée, aussi installée à Versailles. Agnès a déjà un enfant quand elle épouse Xavier en 1991. Son fils Arthur, lui, né en 1990 d'une histoire d'amour entre elle et un prénommé François, un serveur qu'elle a rencontré alors qu'elle et Xavier s'étaient séparés. Pendant qu'elle est dans les bras de François, lui part aux États-Unis avec son ami Michel Rétif. En réalité, il vivait sa meilleure vie de célibataire quand il a appris qu'Agnès était maman. Il décide alors de se remettre ensemble et Thomas vient au monde en 1992. Lui décide de reconnaître légalement Arthur 2 ans seulement après le mariage. En 1994, c'est Anne qui vient au monde, suivie de Benoît en 1997. Très croyante, Agnès, leur mère, est adjointe de vie scolaire à l'établissement catholique privé Blanche de Gastille à Nantes. Elle y enseigne aussi le catéchisme et régulièrement elle se rend à la messe avec ses enfants envers qui elle se montre hyper autoritaire. Lui ne s'y range jamais. Et en 1998, Xavier retourne aux États-Unis seul. Il y passe 6 mois pour envisager une création d'entreprise qui permettrait à sa famille de s'exporter. Professionnellement, c'est assez compliqué de dire ce que Xavier fait. En vérité, quand il rencontre Agnès, elle est assise sur un plus gros patrimoine que lui et Xavier n'est pas bien perçu par ses futurs beaux-parents. Ce n'est pas à leurs yeux un homme de réussite. Lui se définit comme quelqu'un de plutôt commercial. Je dis ça parce qu'il crée plusieurs sociétés dans ce secteur. Mais en réalité, ses activités sont plutôt floues. D'abord, la Selref, basée en Loire-Atlantique à Portnic, dont il est le gérant salarié, une société mal définie et pas très active. Les comptes publics de la société montrent un bilan minime sur l'année 2006, et les dernières traces d'activité remontent à 2004. Il déclare auprès du tribunal de commerce avoir embauché 6 commerciaux l'année précédente, avant de les licencier rapidement, probablement faute de pouvoir les payer. Dans tous les cas, on va le voir, l'argent est un problème qui revient fréquemment dans la vie de Xavier. Puis il fonde la Route des Commerciaux, une société domiciliée à la même adresse que Selref, qui se présente comme une sorte de guide d'hôtel et de restaurant à destination des commerciaux. Puis il va créer Carte Cristal, un projet de système de fidélisation de clientèle pour les restaurants, cette fois domicilié à sa propre adresse personnelle, boulevard Schumann. Enfin, des statuts de Fédération française des commerciaux sont déposés en 2004, également domiciliés à son adresse personnelle, et son objectif, vous allez me demander c'est quoi ? C'est de centraliser les informations nécessaires aux professionnels de la formation commerciale, quel que soit leur statut. Des sociétés aux objectifs assez fumeux et opaques. Puis en 2002, il se lance aux États-Unis. Avec sa femme et les enfants, il voyage 9 mois en camping-car jusqu'à Miami en Floride. Là, il crée une entreprise similaire à la Route des Commerciaux,
NetSurf Concept LLC. La société est enregistrée en février 2003 au registre du commerce de Floride et il en profite d'être sur place pour contacter Gérard Corona. Cet expatrié français dirige l'entreprise Stratégie Netcom. Xavier lui demande un conseil. L'homme s'est spécialisé dans l'aide aux démarches administratives des étrangers sur le sol américain et il propose à ses clients d'ouvrir pour eux des comptes bancaires à l'étranger et obtenir des cartes de crédit anonymes. Le genre de carte qui permet de retirer des espèces de manière anonyme dans le monde entier. Mais les sociétés de Xavier ne marchent pas vraiment. La famille emménage à Nantes en 2003, ils sont locataires de leur maison et en réalité c'est de notoriété publique que Xavier connaît de nombreux échecs professionnels, ce qui lui entraîne donc d'énormes dettes. C'est donc sur le patrimoine d'Agnès qu'ils vivent. Elle se montre solidaire de son mari et n'hésite pas à faire bénéficier son mari de son argent. Mais ça finit au fur et à mesure par être insuffisant. Son couple ne va pas très bien. En 2004, Agnès se connecte sur Doctissimo sous le pseudo Scorpio. Dans le forum, elle décrit les difficultés de son couple et de sa famille. Des messages qui laissent transparaître son désespoir. Elle accuse son mari d'être vieux jeu envers sa famille. Il se comporte à l'ancienne comme un bon vieux père de famille qui commande tout. Il exige qu'elle et ses enfants lui obéissent sans poser de questions. Parce que c'est comme ça et que c'est le rôle d'un père selon lui. Elle se plaint aussi d'un grand manque d'affection et d'attention de sa part. En somme, elle exprime sa détresse dans ce foyer où elle manque de tout, d'amour, d'argent et même d'amis. Lui est souvent absent et en réalité, il prétexte des déplacements professionnels pour rejoindre ses maîtresses, pendant qu'Agnès passe sa vie à l'attendre. D'ailleurs, à l'été, le couple se sépare à nouveau. Lui prend la route et pour son projet Cristal, il lui demande tout de même 46 000 €. Le mec n'a aucune race. Bon oui, il faut dire qu'elle vient de recevoir 350 000 € en héritage de son père. Et lui, Xavier, en a déjà consommé une grande partie. Mais bon, au début, Agnès refuse, elle se laisse quand même pas faire. Il rentre 3 mois après, comme si de rien n'était, le Xavier, et Agnès retombe dans ses bras en toute confiance. Elle accuse des mauvaises amitiés de l'avoir influencé dans sa décision de rupture avec Xavier, mais assure qu'elle aime son mari plus que tout et avoir foi dans ses projets. Elle continue donc de le soutenir aveuglément. En 2011, Xavier vit toujours avec son épouse Agnès, leurs 4 enfants et 2 labradors. Et après les problèmes financiers, les problèmes sentimentaux. Lui ne prend pas beaucoup soin de son mariage et a quelques maîtresses. Il découvre même sur Facebook, dans les messages privés de sa femme, qu'elle a aussi une relation extra-conjugale. Et pas avec n'importe qui, avec son meilleur ami Michel Rétif. Bon, financièrement, c'est la descente aux enfers, au point même de voler à un de ses amis, Emmanuel Teneur. L'homme vit à Nantes et lui prête les clés de son appartement, évidemment en toute confiance. L'homme aurait été amoureux de Xavier depuis bien longtemps, et même si Xavier refuse ses avances, Emmanuel, lui, reste auprès de lui et se montre particulièrement serviable, presque soumis. Xavier n'hésite pas à profiter de la situation pour mettre la main sur de l'argent et des diamants. Il taxe aussi de l'argent à ses conquêtes féminines et début 2009, il croule sous les dettes et contacte Catherine, un amour de jeunesse. Elle est dirigeante d'une entreprise des Hauts-de-Seine. À ce moment, Xavier souhaite lancer le projet Cristal et il n'hésite pas du tout à lui taxer 50 000 € pour la création de son entreprise. Il lui assure qu'il la remboursera quand il sera millionnaire grâce au succès de son entreprise. En échange, il lui signe une reconnaissance de dette. Mais avec l'argent de sa maîtresse, il rembourse ses dettes auprès de son entourage et ses crédits. Il offre aussi une voiture à Agnès et en profite pour se faire quelques nuits d'hôtel dans des établissements plutôt luxueux. À la fin de l'année, les 50 000 € sont parti totalement en fumée. Lui s'est engagé à rembourser Catherine avant le 3 juillet 2010. Il a donc 7 mois pour trouver cette somme et tente un coup de poker. Il essaie d'enfumer Catherine en lui disant que pour elle, c'est une petite somme et qu'elle pourrait oublier le remboursement. Il se lamente d'avoir des idées morbides, d'envisager de mettre le feu à la maison, de la famille, après avoir donné des somnifères à tout le monde. Ou même se jeter sous les roues d'un camion pour qu'Agnès touche l'assurance vie d'une hauteur de 600 000 €. Mais Catherine ne cède pas. En réponse, elle le traîne en justice. Au bord de la faillite, insolvable, il n'a aucun scrupule non plus à prendre de l'argent sur le compte de son père qui est hospitalisé. Sans argent, Cocu est trop fier pour divorcer et puis il a besoin de l'argent d'Agnès. Ses dettes lui mettent les huissiers aux fesses. Il sait que ce n'est plus qu'une question de temps avant de le voir débouler à la maison pour demander un recouvrement, voire pour saisir. Le 17 septembre 2010, il reçoit d'un huissier une assignation à comparaître devant le tribunal de Nantes. Bon, ouais,
là il est piégé. Il en parle par mail à ses amis, Emmanuel Teneur et Michel Rétif. Il leur dit que si ça tourne mal, il n'a que 2 solutions. Et là vous allez me demander, mais quelles sont ces solutions? Le suicide seul ou collectif. Il dit envisager soit de se tuer volontairement en voiture, soit de foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Des mails très inquiétants, je vous l'accorde, dans lesquels il termine en précisant qu'il est très sérieux et lucide. Il veut simplement prendre toutes les dispositions nécessaires au cas où. Et il précise aussi qu'il ne dit pas ça sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Dans le mail, un détail terrifiant avec du recul, quand on sait ce qui s'est passé ensuite. Voici ce qu'il va dire. En cas d'accident domestique, comme un incendie provoquant la mort de toute la famille, je souhaite enfin que, même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. Tout ça est beaucoup trop intriguant pour ne pas sembler orchestré. Comme s'il prévoyait déjà le décès de ses proches, l'enquête de police est les seuls indices qui pourraient porter des soupçons à son égard. Il est aussi très soucieux d'assurer l'authenticité de son mail et le signe de manière très formelle. Fait à Nantes le 11 juillet 2010 et expédié conjointement par mail à Emmanuel T et à Michel R qui pourront ainsi prouver l'authenticité de ce document. Xavier de Ligonnès. Il ajoute un document en pièce jointe qui a tout l'air d'être un testament. Aux uns, il demande de vider la maison, aux autres, il distribue ses quelques biens restants. À partir de décembre 2010, il s'inscrit au stand national de tir à la Jonelière. Il s'y rend régulièrement pour s'exercer. Et après ses 5 séances de formation, il obtient sa licence le 2 février 2011. Désormais, le père de famille est un tireur. Le président du stand de tir, Alain Neutre, ne détecte rien pourtant de suspect dans le comportement de cet homme qui a l'air plutôt cordial. Il lui semble, comme pas mal d'autres adhérents, n'être qu'un homme qui a envie d'apprendre à tirer. Xavier a une inscription tout à fait en règle, avec le certificat médical nécessaire qui atteste de sa bonne santé mentale. Les mois suivants, il fréquente régulièrement le stand de tir, parfois accompagné d'un ami. Il est plutôt intégré, discute de musique avec les membres du stand, et quand il est vu avec Agnès, le couple se tient par la main. En somme, rien d'alarmant sur ce qui est en train de se jouer dans la tête de Xavier. Au stand, on ne voit que ce chef d'entreprise, cet homme instruit qui a la tête sur les épaules. Personne ne sait encore que l'homme fera bientôt l'objet d'un mandat de recherche international. Le père de Xavier décède le 20 janvier 2011. En héritage alors, il reçoit de l'argent et sa carabine, une 22 longue rifle, capacité de diminution au chargeur, équipée d'un silencieux. Il l'amène au stand de tir pour la faire réviser et graisser. Et quand il parle du silencieux à son moniteur, celui-ci lui dit que c'est inutile au stand de tir. Mais bon, parfois il s'entraîne avec, on sait pas trop pourquoi. D'autres fois, il loue carrément un pistolet. Le 12 mars 2011, moins d'1 mois avant les meurtres, Xavier se rend dans une armurerie de Nantes. Il y achète une carabine et ses munitions. Au stand de tir, il assiste à 4 dernières séances entre le 26 mars et le 1er avril. Une semaine durant laquelle il offre aussi une initiation à 2 de ses fils, Thomas et Benoît. Xavier doit revenir avec eux et Arthur pour une séance le 9 avril. Mais le moniteur voit son cours annulé sans que Xavier ne lui donne aucune raison particulière. À ce moment, il se promène aussi pas mal dans les endroits isolés et reculés, et son téléphone portable borne plusieurs fois dans la forêt de Nantes. Entre fin mars et début, il fait aussi des achats plutôt inquiétants. Des sacs poubelles de 100 litres, de la ficelle, de la corde, mais aussi des dalles adhésives pour le sol, du ciment et de la chaux. Et pas un petit peu de chaux, non, 40 kilos. Mais alors là, on peut se demander, est-ce qu'il a peut-être des travaux en perspective ou des corps à faire disparaître? Le temps est désormais compté pour les membres de la famille du pont de Ligonnès. Arthur, l'aîné de la fratrie, étudie à Saint-Laurent-sur-Sèvre et travaille le week-end dans une pizzeria de Nantes. Le vendredi 1er avril 2011, le patron de la pizzeria ne le voit pas arriver. Ce n'est pas dans les habitudes du garçon qui doit recevoir son salaire en plus ce soir-là. L'employeur est intrigué de la situation. Le dimanche 3 avril, Fabrice, un voisin, aperçoit Agnès. Et ça, pour la dernière fois. Peu après, il aperçoit aussi Xavier. Il charge sa voiture, une Citroën C5, de ce qui ressemble à des gros sacs. Ce soir-là, le couple emmène 3 des enfants au cinéma. De retour à la maison, il appelle sa sœur, Christine, mais tombe sur le répondeur. Il laisse un message dans lequel il dit qu'ils viennent de passer la soirée au restaurant
et au cinéma. Il lui demande aussi de le rappeler si elle ne dort pas et il informe qu'il va coucher les enfants. Mais que se passe-t-il cette nuit du 3 au 4 avril? Car le lundi 4 avril 2011, le collège Perverie-Sacré-Cœur où sont scolarisés Anne et Benoît reçoit un appel. Les enfants ne viendront pas car ils sont malades. Pourtant, leurs amis s'inquiètent. Malgré les appels au téléphone et les messages envoyés par internet, leurs camarades ne donnent aucun signe de vie. Dans la cour, une rumeur alors circule, celle d'un départ à l'étranger en raison d'une mutation de leur père, en Australie précisément. Ce qui les inquiète vachement, c'est que leurs amis les auraient prévenus et ne seraient pas partis sans dire au revoir. Le supérieur d'Agnès, à l'établissement catholique Blanche de Castille, reçoit aussi un appel. Elle non plus ne sera pas là aujourd'hui car elle a une gastro-entérite. Christine, la sœur de Xavier, a son frère au téléphone ce jour-là. Ils passent une vingtaine de minutes à discuter et rien ne lui paraît anormal. Thomas, lui, est étudiant en musicologie à Angers. Blagueur, souriant et très joyeux, ses camarades se souviennent d'un garçon gentil et attentif. Proche de sa famille, il est passionné de musique et de cinéma, comme son père. Et le soir du 4 avril, il est aperçu avec son père dans un restaurant gastronomique, le Cavier, la Croix-Cadeau à Avrier, près d'Angers. Les deux serveurs en salle se souviennent d'un repas plutôt calme et silencieux entre le père et son fils. Ils semblent tout de même assez intrigués par l'état du garçon qui semble ne pas se sentir bien à la fin du repas, comme si il était malade. Bon, étonnamment, un de ses amis affirme avoir passé l'après-midi avec lui le mardi 5 avril 2011. Cela signifie donc que Xavier l'a épargné la veille. Mais aurait-il alors manqué de courage pour abattre son premier fils biologique la veille après leur repas au resto? On ne sait pas pour l'instant. Le mardi 5 avril arrive ce que Xavier redoute le plus. Pour recouvrir une dette de 20 000 €, il se pointe au 55 boulevard Schumann. Mais la porte est close et personne ne répond. Même la boîte aux lettres a été démontée. À la place, un papier avec un message. Courrier à retourner à leur expéditeur. Merci. La maison, elle, est à moitié vide des effets personnels de la famille. Le bail est résilié en bonne et due forme. L'école des enfants a reçu un solde de tout compte et les comptes bancaires sont clôturés. Tout ça ne ressemble ni à un accident, ni à une agression, mais à un départ préparé. Où sont Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît? Pourtant, il reste encore un membre de la famille en vie, enfin, deux. Xavier et son premier fils biologique, Thomas. Le mardi 5, Thomas passe l'après-midi chez un ami avec qui il joue de la musique avant de regarder la télévision. Il prévoit d'y passer la nuit quand il reçoit un texto de son père. Il lui demande de rentrer d'urgence à Nantes car leur mère, Agnès, aurait eu un accident de vélo. Thomas mange un morceau rapidement avec son ami avant de repartir en train à 22h30 vers le domicile familial. Le lendemain, son ami n'arrive pas à le joindre au téléphone. Thomas ne communique que par texto, des messages courts dans lesquels ses amis ne reconnaissent pas du tout sa façon de s'exprimer. Je rentre pas, je suis malade. Point, c'est tout. Ou malade à crever, je ne vais pas en cours. Le 7 avril, le camarade que Thomas a vu pour la dernière fois reçoit un ultime message. Je n'ai plus de batterie, mon père va me chercher un nouveau chargeur. Pauline, une camarade et ex-petite amie de Thomas, assure qu'elle lui a parlé sur Facebook dans le soir du 5 avril. Il lui dit qu'il rentre à Nantes car sa mère a eu un accident de vélo. Mais la manière d'écrire de Thomas lui a paru bizarre, à elle aussi. Il faut savoir que le mercredi 6 avril, Thomas devait se joindre à une répète de Musicos. Vous l'aurez deviné, il ne viendra jamais. À Angers comme ailleurs, personne ne le reverra. Anne, une jeune fille croyante et attentionnée, est absente au lycée et ne donne aucune nouvelle à ses amis. Tout le monde s'inquiète de la voir absente des réseaux et des messageries. Ce même jour, le 6 avril, la petite amie d'Arthur s'inquiète aussi vachement. Elle n'a pas de nouvelles de lui et vient frapper donc à la porte de sa maison. Ce mercredi, elle voit de la lumière à l'étage. Par contre, elle n'entend pas l'aboiement des chiens de la famille, les deux labradors. Et elle trouve ça plutôt étrange. Pourtant, les voisins, eux, entendront japper pendant 2 nuits entières cette première semaine d'avril 2011, avant de n'entendre plus que le silence. En réalité, il est probable que Xavier ait déjà tué Agnès, Anne, Benoît et Arthur la nuit du 3 au 4 avril, avant d'essayer de s'en prendre à son fils Thomas le lundi 4 au soir, sans y parvenir. Puis de le faire revenir du coup dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 sous prétexte de l'accident d'Agnès et de réussir à le faire disparaître
à tout jamais. Même si la date de décès d'Agnès reste incertaine, car des témoins affirment l'avoir aperçue le 5 avril aux alentours de midi, puis le 7 avril. Notamment une coiffeuse du salon voisin du domicile familial. Elle dit être venue chercher son salaire le mardi 5 avril et avoir vu Agnès au téléphone sur le trottoir. Même les enquêteurs ne font que des suppositions, puisque les médecins légistes ne sont pas en mesure de dater précisément les dates de décès. Mais n'allons pas trop vite non plus. Ce que l'enquête révèle ensuite, on ne sait pas encore tous ces détails. C'est le temps finalement qui finit par tout révéler ou tout emporter. Xavier, lui, est aperçu le 7 avril par cette voisine qui dit l'avoir vu charger des gros sacs dans sa Citroën. Était-ce les corps de sa famille, Agnès et leurs 4 enfants? On n'en sait rien. Pourtant, la voisine en question assure avoir vu Agnès ce jour-là. Elle a même parlé un peu avec elle alors que la mère de famille promenait un des chiens. Elle s'en souvient car elle devait filer récupérer son fils chez sa nourrice. Ce qui l'empêche de parler plus longtemps avec Agnès à ce moment. Quand elle apprend dans les journaux que les légistes datent la mort au 4 avril, elle trouve que c'est totalement incohérent. Elle en est certaine, elle a vu Agnès le 7 au soir, elle en restera persuadée pendant très longtemps. Et ce n'est pas la seule à être certaine d'avoir vu Agnès après la date supposée de son décès. Une commerçante affirme avoir vu la femme avec qui elle est amie le jeudi 8 au vendredi 9. Mais alors est-ce que le couple Dupont-Ligonnès aurait-il organisé à deux du coup cette mascarade? Aurait-il tué leurs enfants avant de s'enfuir? Peut-être se sont-ils tous enfuis pour échapper aux huissiers. Et puis il y a cette rumeur d'une mutation en Australie qui court déjà. On est maintenant le jeudi 8 avril, personne ne sait où se trouvent les Dupont-Ligonnès. Les corps n'ont pas été retrouvés, personne ne sait qu'ils sont décédés. Personne ne cherche le seul corps de la famille qui manque, celui de Xavier. Ce jour-là, il se connecte pour la dernière fois sur un forum auquel il a l'habitude de se connecter pour discuter, citécatholique.org. Un forum qu'il fréquente depuis 2010 où il publie beaucoup d'interrogations sur le sens du sacrifice. Récemment, il avait été banni d'ailleurs du site car il s'est montré agressif dans ses propos. Quand il se connecte pour la dernière fois le 8 avril 2011, l'adresse IP de connexion est localisée au domicile familial. Ce qui prouve qu'il y a encore au moins une âme qui vit au 55 boulevard Schumann à Nantes. Et fait surprenant aussi, le téléphone de Xavier reste éteint toute la journée, sauf une demi-heure durant laquelle il reçoit un appel de Michel Rétif. Il envoie aussi un mail à son beau-frère, le mari de Christine, un message assez rassurant. Il lui dit exactement ceci: tout va bien Bertram, tu auras bientôt des nouvelles plus longues par Christine. À plus, amicalement, Xavier. Dans la foulée, la semaine suivante, c'est l'école des enfants qui reçoit une lettre. Signée par Xavier, elle les informe que personne ne reviendra en raison d'une mutation professionnelle urgente. L'établissement Blanche de la Castille, où travaille Agnès, reçoit également un courrier. C'est la démission d'Agnès. Quand le directeur cherche à la joindre au téléphone, personne ne répond. Et le plus stupéfiant, c'est le mot. C'est la lettre que reçoivent les proches de la famille. Écrite à l'ordi, datée du 11 avril et non signée, la lettre leur apprend le départ du couple et des enfants. Elle les informe que Xavier travaille en réalité pour l'agence anti-stup des États-Unis, la DEA. Toute la famille a été donc exfiltrée là-bas dans le cadre d'un programme de protection de témoins sous une autre identité. La lettre avertit aussi les proches qu'ils seront injoignables pendant plusieurs années. Ils seront aux frais du gouvernement américain, logés dans une région où il fait beau et où la musique est bonne. Enfin, demande est faite de faire circuler l'information d'un départ en Australie pour mutation professionnelle sur les réseaux sociaux, pour que leurs amis et connaissances soient tout de même informés de leur départ sans compromettre leur exfiltration. Bon, sur le moment, sa sœur Christine remet en question quand même la véracité de cette lettre. Elle défend fermement l'innocence de son frère. Pourtant, si personne n'a d'autres informations à ce moment, l'enquête révèle que Xavier est encore en France. Dans la nuit du 11 au 12 avril, il règle par carte bancaire une nuit à l'hôtel première classe de Blagnac, près de Toulouse. Ma ville d'ailleurs, dans laquelle je suis né, effrayant de savoir ça. Si t'es sous programme de protection de témoins, pourquoi alors régler un montant par carte bancaire et laisser une trace? Cherche-t-il alors à brouiller les pistes, et pourquoi? Et s'il a tué sa famille, la question se pose aussi. À ce moment, même si on ne le recherche pas encore, il est en fuite. Pourtant, le mec se balade totalement en détente à l'hôtel en réglant par carte, sans se cacher. La nuit suivante, du 12 au 13 avril, il dort à l'auberge de Cassagne, à Pontet, dans le Vaucluse. Il réserve sous une fausse identité, se faisant appeler Xavier Laurent, mais règle encore par carte. Les autorités à ce moment-là ne le recherchent toujours pas. Personne
ou presque, n'a vu les Dupont de Ligonnès depuis près de 10 jours. Personne n'a signalé de disparition. Ce n'est que le 13 avril qu'une couturière dans la rue voisine du boulevard Schumann appelle la police. Quand elle se rend à sa boutique ces derniers temps, elle constate que les volets de la maison sont toujours fermés, alors que la voiture d'Agnès est toujours stationnée dans la rue et ne semble pas bouger depuis presque une semaine, ce qui lui paraît assez inhabituel et plutôt inquiétant. La police se rend alors sur place. Et comme les huissiers, une semaine auparavant, elle trouve porte close. Un serrurier alors est dépêché sur les lieux et la porte s'ouvre de force sur une maison à moitié vide, propre et silencieuse, sans âme qui vive. Xavier, toujours en détente, lui retire 30 € à un distributeur de billets le 14 avril à Roquebrune-sur-Argent dans le Var. Il y passe la nuit du 14 au 15 avril dans un Formule 1. Les caméras de surveillance enregistrent même sa présence. Par contre, il repart le 15 avril en laissant sa voiture sur le parking. À ce moment, le monde perd la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Et étonnamment, le téléphone de Michel Rétif, ami de Xavier et amant d'Agnès, borne ce jour du 14 avril à moins de 10 km à vol d'oiseau. Alors est-ce que Michel Rétif serait complice de la tuerie de Nantes? Les deux amis et Agnès formaient-ils un trio amoureux funeste qui les aurait conduits au drame? Ou tout simplement aide-t-il son ami à fuir? Bon, en parallèle, à Nantes, les autorités ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Le 19 avril, 4 jours après les dernières traces de Xavier, et 15 jours après la date supposée du premier meurtre, celui d'Agnès, Anne, Arthur et Benoît. Le 21 avril, c'est un avis de recherche de toute la famille qui est lancé, pendant que les enquêteurs et la scientifique ratissent la maison à la recherche du moindre indice. L'enquête pour disparition inquiétante est rapidement requalifiée. Dans la journée du 21 avril, les agents découvrent les corps sous la terrasse de la maison, ceux d'Agnès et de leurs 4 enfants, encore en pyjama. Ils sont enveloppés de draps comme linceul et enfermés dans des sacs en toile de jute, ensevelis sous de la chaux vive, connue pour accélérer la décomposition et atténuer les odeurs de décomposition. Les enquêteurs trouvent aussi les cadavres de 2 labradors, mais par contre pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Le compte à rebours alors est lancé, les analyses aussi. Agnès a 48 ans au moment du décès, causé par 2 balles dans la tête. Arthur, 20 ans, reçoit aussi 2 balles dans la tête et étudie en BTS génie informatique dans un établissement catholique privé en Vendée. En plus de travailler dans cette petite pizzeria le week-end. Thomas, 18 ans, 2 dans la tête et 1 dans le thorax. Il avait obtenu son bac, lui, elle, à 16 ans, avant de s'inscrire à la fac de musicologie à l'Université catholique d'Angers. Anne, en première S, reçoit elle 2 balles dans la tête à l'âge de 16 ans. Benoît, 13 ans, reçoit 3 balles dans la tête et 2 dans le thorax. Des tirs à bout portant pour lesquels il n'y a absolument pas besoin de prendre des coups de tir. Les analyses de sang révèlent aussi la présence de somnifères. Les victimes étaient incapables de se défendre. Quant aux munitions, elles correspondent à celles d'une carabine 22 longue rifle, celle dont Xavier a hérité de son père à peine 3 mois avant les meurtres. Bon, dès le lendemain, la découverte, le procureur décide d'ordonner l'enterrement des corps dans les jours à suivre. Le 28 avril, 7 jours après, les funérailles sont célébrées dans l'après-midi à l'église Saint-Félix de Nantes, la paroisse très fréquentée par la famille, où le petit Benoît se rendait d'ailleurs à la chorale. Lors de la cérémonie, un dispositif de sécurité est mis évidemment en place, et il faut dire que l'affaire choque pas mal l'opinion publique en France, l'incompréhension est totale, puis les corps sont incinérés dans la foulée. Une décision jugée plutôt expéditive qui empêche toute analyse supplémentaire. Même les proches de la famille sont dissuadés même d'aller identifier les corps. Résultat, certains proches soupçonnent que ce ne soit pas les corps d'Agnès et les enfants qui étaient retrouvés. Et finalement, en mars 2012, il y a un petit rebondissement, voire un très gros rebondissement. Christine, la sœur de Xavier, confirme l'exfiltration aux États-Unis de son frère, Agnès et les enfants. Ils auraient apparemment été en danger sur le territoire français et les corps retrouvés sur la terrasse ne sont probablement pas ceux de son frère et de sa famille. Alors se peut-il que ce soit une mise en scène tout ça gouvernementale pour couvrir une exfiltration? Dans ce cas, pourquoi ne pas aussi avoir fait passer Xavier pour mort? Et pourquoi Xavier a laissé des traces de lui après la date supposée des décès s'il avait réellement dû s'exiler sous une autre identité? Bref. Tout ça n'a aucun sens. L'enquête est donc requalifiée en information judiciaire contre X
pour assassinat. Mais alors du coup, s'il est le seul survivant de sa famille, les autorités veulent entendre sa version. Désormais et depuis tout ce temps, le monde recherche Xavier. Son véhicule aussi, le fameux Citroën C5 gris. Immédiatement, la nuit même qui suit la découverte des corps, il est identifié sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent. Ce sont en fait des gendarmes qui ont relié sa plaque au fichier des véhicules recherchés. Le 29 avril, une battue est alors organisée pour tenter de le localiser aux alentours du véhicule dans le Var. Le 10 mai, un mandat international de recherche est délivré contre lui en tant qu'unique témoin du drame, et malgré cette notice bleue d'Interpol, il n'est pas accusé. Il est seulement recherché. Les enquêteurs recherchent dans les lieux d'accueil religieux, comme les monastères, des lieux propices à l'exil et à la discrétion, parfait pour les fugitifs. D'autant que la famille est très croyante et celle de Xavier même carrément mystique. Pourrait-il s'être caché auprès des religieux alors ? Ou avoir été accueilli par un quelconque groupe communautaire comme celui fondé par sa mère par exemple. Les recherches continuent dans le Var. Et le 23 juin, une équipe de spéléologues fouille une quarantaine de cavités naturelles à 15 km aux alentours de Roquebrune-sur-Argent. Les enquêteurs découvrent aussi que peu de temps avant sa disparition, Xavier a cherché à contacter plusieurs amis de longue date, ce qui les met sur la piste d'une certaine Claudia, d'origine allemande, avec qui il a flirté au début des années 80 et avait même failli l'épouser, avant de renoncer parce qu'elle est protestante et refusé de se convertir au catholicisme. En 2013, la télévision allemande diffuse même un appel à témoins pour la retrouver. Les enquêteurs la cherchent depuis 2 ans maintenant, quand la famille des victimes leur fait remarquer que son adresse mail est dans le dossier. Ils finissent alors par pouvoir l'interroger le 16 avril 2013. Mais son témoignage n'aurait apparemment rien apporté malheureusement. Une autre ancienne liaison, Catherine, a reçu une lettre 1 an avant les crimes dans laquelle Xavier dit vouloir en finir. La piste des États-Unis alors est aussi très vite envisagé. Après tout, Xavier s'y est déjà rendu plusieurs fois et il aurait pu utiliser les conseils de Gérard peut-être pour disparaître, Gérard Corona. Encore aujourd'hui en 2026, Gilles Gallou, enquêteur qui a participé à la traque en 2011, défend la théorie d'une fuite aux États-Unis. Des connaissances de Xavier auraient pu l'aider en lui procurant de faux papiers. En avril 2013, une autre fouille est organisée pour tenter de retrouver le corps du fugitif dans le Var, dans l'hypothèse où Xavier aurait finalement mis fin à ses jours après son étape au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent, le 16 avril 2011. À nouveau, enquêteurs et spéléologues ratissent le terrain, mais bon, vous l'aurez deviné, toujours rien. En mai 2013, des nouvelles recherches sont organisées et mobilisent près de 50 gendarmes et pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et là, devinez quoi, roulement de tambour, oui. Bah non, encore rien. Le procureur de la République annonce favoriser la thèse du suicide après le quintuple meurtre par Xavier. D'autant qu'on sait qu'il était ruiné alors qu'une évasion organisée aurait coûté de l'argent, beaucoup d'argent. Nouvelle identité, logement, éventuelle chirurgie pour modifier aussi son apparence. Mais comment aurait-il financé ça, lui qui passait son temps à taxer ses proches? Bon, sans corps et sans aucun autre suspect, elle ne referme pas l'enquête. En juin 2013, un corps est enfin retrouvé à près de 20 km du dernier endroit où Xavier a été aperçu. Et là, les enquêteurs n'excluent pas que ça puisse être celui du suspect. Ils ont un espoir de pouvoir enfin conclure l'affaire. Mais l'autopsie confirme que ce n'est pas le corps du fugitif. Pourtant, une question demeure. Pourquoi avoir tout préparé méticuleusement pour finir par mettre fin à ses jours? En vrai de vrai, moi je pense que si j'ai envie de me foutre en l'air, je pense que je m'en fous littéralement de vouloir résilier mon bail et fermer mes comptes bancaires. C'est quand même une action très chelou, on est d'accord. Pourquoi avoir pris le temps d'écrire même une lettre à ses proches, d'organiser tout ce cinéma d'exfiltration? C'est très chelou. Il suffisait simplement de se tirer aussi une balle à la suite du meurtre de Thomas, sachant qu'on ne connaît pas de maladie mentale à Xavier. Et c'est pourquoi certains refusent aujourd'hui encore la théorie du suicide et penchent plutôt pour une fuite à l'étranger. Mais alors, si c'est le cas, où est Xavier du pont de Ligonnès? En 2015, la découverte d'ossements près de Fréjus, proche de l'endroit où Xavier a été aperçu la dernière fois, donne à nouveau de l'espoir aux enquêteurs. Les ossements reposent près de ce qui semble être des restes de campement, une sorte de camp de survie où sont aussi retrouvés quelques objets. Un portefeuille, un briquet vide, des lunettes, un sac de couchage et un magazine de 2010. Mais aussi une facture en date de 2011. Des dates qui coïncident précisément
avec l'année de la disparition de Xavier. L'autopsie révèle la présence d'une broche à l'avant-bras sur le corps. Pourtant, à la connaissance des proches de Xavier, il n'avait subi aucune intervention pour poser un tel broche. Même si un doute raisonnable subsiste puisqu'il aurait pu se faire opérer à l'insu de ses proches ou même après sa disparition. Pourtant, en mai, on annonce publiquement que l'ADN prélevé n'est pas celui que l'on attendait, mais un ADN inconnu. La même année, en juillet, une journaliste reçoit une lettre que personnellement je trouve plutôt terrifiante. Même s'il s'agissait d'un prank, c'est quand même terrifiant de faire des choses comme ça en vrai. Le courrier, alors, il contient quoi? C'est très simple, une photo de Arthur et Benoît Dupont de Ligonnès attablés dans la cuisine. Et au verso du cliché, un message est écrit en minuscule: je suis encore vivant, de là jusqu'à 7 heures, Xavier Dupont de Ligonnès. Pourtant, la formulation étrange laisse incertaine quant à la réelle identité de l'expéditeur. Car oui, si ça vous vient pas vraiment à l'esprit de faire ce genre de prank, sachez que oui, certains s'en amusent. Ça arrive que des proches de disparus reçoivent des appels ou courriers, parfois anonymes, parfois signés. Certains se font même passer pour les victimes elles-mêmes. Bon, les années passent, mais l'enquête ne se referme pourtant pas. Ça aussi, c'est un argument en défaveur d'une exfiltration pour la brigade anti-stup des États-Unis. S'il avait fallu faire disparaître Xavier, n'aurait-on pas balancé un corps à un moment à qui on aurait attribué son identité? Pourquoi laisser l'enquête ouverte si les autorités internationales le dissimulent? Or, les recherches ne sont jamais abandonnées, ni aucune des différentes pistes. En janvier 2018, l'hypothèse qu'il ait trouvé refuge dans un monastère revient sur le devant des actualités. La police annonce une intervention au monastère Saint-Désert de Roquebrune-sur-Argent qui n'avait encore jamais été fouillé. Ce sont 2 témoins en réalité qui les ont mis sur la piste. Ils sont certains d'avoir aperçu Xavier pendant une messe. L'intervention est prévue le jour de l'anniversaire du fugitif, le 9 janvier. C'est une brigade de 20 agents de la judiciaire de Nantes, assistée de celle de Toulon, qui déboule dans l'édifice religieux. Le frère Jean-Marie Joseph est cueilli à la sortie de la messe par des policiers en civil. À partir de là, on fouille tout, on relève toutes les empreintes. Et résultat, bredouille, encore et toujours. En réalité, l'homme que les témoins ont cru être Xavier n'est autre que le prieur de la communauté. Rien à voir. Et ce n'est pas, vous allez voir, la dernière alerte. De nombreux témoignages ne cessent de mettre l'affaire sous le feu des actualités, surtout pas les plus proches de la famille. En 2018, Michel Rétif, atteint d'un cancer, se suicide à l'âge de 53 ans. Et s'il avait des secrets, du coup il les emportera avec lui. Emmanuel Teneur, lui, s'est laissé sombrer dans la dépression, convaincu que son grand amour, Xavier, est mort. Il ne cesse de ruminer le passé, entend les phrases et revoit toutes les images. Tout ça tourne en boucle dans sa tête, il ressent de la culpabilité aussi, et durant l'enquête, il est épuisé par les interrogatoires des enquêteurs qui cherchent à connaître le moindre de la nature de sa relation avec Xavier. Sans parler du nombre de perquisitions à son domicile. Donc plus apte à travailler, il est déclaré invalide et touche 1600 € par mois qu'il boit. Lui aussi taxe de l'argent à ses amis et ne les rembourse jamais. En 2019, plus seul que jamais, il est hospitalisé parce qu'il devient alcoolique. Quelques temps plus tard, il décède d'une crise cardiaque consécutive à une embolie pulmonaire, emportant lui aussi du coup ses secrets dans la tombe. Bon, quelques années s'écoulent, l'opinion publique oublie un peu l'espoir de retrouver Xavier, mais le drame reste quand même dans les esprits sous le nom de tuerie de Nantes. Les victimes, par contre, elles, on ne les oublie pas. Quand le monde occidental découvre cette nouvelle, le 11 octobre 2019, le Parisien annonce que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté à l'aéroport international de Glasgow. Elles ont reçu un appel de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle leur indiquant que l'homme s'apprêtait à prendre un vol pour l'Écosse. Une information vérifiée auprès de 5 sources proches du dossier. La justice, les enquêteurs, le public, tout le monde attendait de découvrir le fin mot de l'histoire. Les médias s'emballent, relayent l'information. On a trouvé Xavier. Rapidement, pourtant, l'information est nuancée. Ce n'est pour le moment qu'une personne que l'on soupçonne être lui. L'homme a été interpellé par la police écossaise sur dénonciation anonyme. Il passe plus de 20 heures en garde à vue, mais décide de garder le silence. Une information rapportée aux autorités françaises par le bureau Interpol de Londres. L'homme est un Français à Limay dans les Yvelines et son domicile
et perquisitionné. Mais la police française appelle à la prudence car rien ne prouve encore que l'homme soit notre fugitif. Pourtant, en France, les médias ne nuancent pas du tout, vous l'imaginez. Les chaînes d'information diffusent des éditions spéciales toute la nuit sur l'affaire, le public retient son souffle, interviewé par les journalistes, les voisins de l'homme arrêté à Glasgow en sont certains. C'est impossible pour eux que l'homme soit Xavier. Dès le lendemain, les médias nuancent finalement l'information et à 13h, l'annonce officielle, l'homme arrêté n'est pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès. Analyse à l'appui évidemment, ces empreintes en fait ne correspondent que partiellement à celles de Xavier. L'écart des yeux ne correspond pas au profil de Xavier et l'homme est beaucoup plus âgé. Bon, les analyses ADN confirment définitivement, on n'a pas du tout retrouvé Xavier. L'homme sur lequel on a mis la main se nomme Guy Joao. Le retraité rejoignait juste son épouse en Écosse quand il s'est fait arrêter. Alors, je ne sais pas si vous imaginez une seule seconde, t'es là à vivre ta meilleure vie en vacances tranquillement quand des agents de police te tombent dessus et te soupçonnent tout simplement d'être le fugitif le plus recherché de France. Bon, notre bon vieux Guy estime que des excuses de la part de la police française seraient peut-être la bienvenue. Oui, malheureusement, il meurt en 2021, âgé de 71 ans, sans jamais les avoir reçus. La situation semble ridicule pour le public, mais comment des autorités censées être compétentes ont pu se tromper à ce point? Bon, évidemment, on jette la faute sur Le Parisien d'avoir diffusé une fausse information et le journal, lui, accuse les autorités de Glasgow de leur avoir confirmé une fausse information. La police écossaise, elle, dénonce ses homologues français et elle assure ne jamais avoir affirmé détenir Xavier puisque l'identité de l'homme n'avait pas été établie avec certitude. D'ailleurs, elle n'aurait même pas communiqué de détails supplémentaires sur l'identité de l'homme. Les autorités françaises, au contraire, affirment qu'on leur a certifié qu'il s'agissait de Xavier. Alors, la faute à qui? Bon, en vrai, on s'en fout. On n'a pas trouvé Xavier. Et si l'opinion est très ardente sur le sujet, c'est en fait parce que le quintuple meurtre a choqué la France et aussi qu'on réclame tous un peu la justice pour les victimes. S'il s'agissait bien des corps de la famille. Bon, aujourd'hui encore, les proches sont certains qu'on leur a dissimulé l'identité des corps retrouvés sur la terrasse du 55 boulevard Schumann, à commencer par Christine, qui défend bec et ongle l'innocence de son frère. Elle reste convaincue qu'en réalité, il n'y a eu aucun assassinat, mais une mise en scène de service secret. Dans cette hypothèse, Xavier aurait pu volontairement endosser le rôle du suspect pour accréditer la thèse du drame familial, et donc couvrir leur exfiltration. D'autant que depuis, elle a eu accès aux photos des corps prises par les policiers lors de la découverte et des autopsies. Elle en est sûre, les corps sur les photos ne ressemblent pas du tout physiquement à Agnès et les enfants. Les proches dénoncent de nombreuses zones d'ombre de l'enquête et continuent du coup de défendre l'innocence de Xavier. Geneviève, sa mère, finit sa vie isolée et meurt récemment en mars 2026. Bruno de Stabenrath, un des amis, est aussi persuadé que Xavier est toujours vivant quelque part aux États-Unis, ou peut-être même en Argentine. En 2023, l'enquête reste ouverte et aucune piste n'est encore exclue. Xavier Dupont de Ligonnès, lui, est toujours sous notice bleue, qualifié de témoin. Aucune notice rouge n'est délivrée pour l'instant contre lui. C'est-à-dire en gros que le mandat international à son encontre est un mandat de recherche et pas d'arrestation. Même si aucun nouvel élément ne vient alimenter le dossier, il reste tout de même le seul suspect potentiel. Tout le monde veut maintenant retrouver Xavier lui-même. C'est un peu la nouvelle chouette d'or, le graal des affaires irrésolues quoi. Et tout le monde le voit ou croit le voir. Un épisode de la série documentaire Unsolved Mysteries met le visage de Xavier sur l'écran de nombreux Américains. À Chicago, des personnes entendent un homme parler en français. Ils viennent de voir l'épisode consacré aux fugitifs et ils en sont certains, ils reconnaissent Xavier Dupont de Ligonnès et le photographient à son insu. Des anciens voisins de la famille en voyage aux États-Unis croisent aussi un homme qui lui ressemble étonnamment. Ils sont certains d'avoir reconnu l'ancien locataire du 55 boulevard Schumann. En mars 2024, une femme signale aux autorités françaises avoir vu un individu qui lui semble être Xavier Dupont de Ligonnès. Un signalement appuyé par deux autres témoins qui affirment aussi l'avoir reconnu. L'homme correspond selon eux parfaitement à la description de Xavier et se fait appeler Jean, même si d'autres témoins interrogés affirment le contraire. Mais bon, par précaution, des analyses ADN sont ordonnées. Mais négatif, toujours pas de Xavier. Malgré plus de 1750 signalements dans le monde depuis 2011, c'est juste énorme, toutes les pistes se sont avérées
complètement fausse. Jusqu'à cet ultime rebondissement plutôt récent, et probablement des plus crédibles, mais pour lequel il faut tout de même garder une certaine réserve. « 2026, plus de 15 ans après la tuerie de Nantes, on ignore toujours si Xavier Dupont de Ligonnès est en vie quelque part ou s'il s'est donné la mort. Âgé de 50 ans au moment des faits, Xavier aurait à l'heure actuelle 65 ans. Le shérif du comté de Brewster, situé à Alpine aux États-Unis, ravive l'intérêt pour l'enquête sur l'homme le plus rapproché de France. Le mercredi 25 mars 2026, il diffuse un appel à témoins officiel au Texas. C'est un signalement de 2020 qui motive sa décision. Un homme ressemblant fortement à Xavier aurait été observé en 2020 avec un labrador noir aux États-Unis. Les autorités françaises affirment ne pas avoir été officiellement informées de la démarche du shérif. Pourtant, cet appel à témoins concorde avec la théorie de Gilles Gallou, enquêteur, et de son ami Bruno, celle d'une fuite aux États-Unis. Après tout, les proches de Xavier connaissent son amour pour la culture américaine, sa fascination pour la musique country et les grosses voitures américaines. Et il y a déjà séjourné plusieurs fois. Malgré les années d'enquête et les nombreuses pistes, on n'a encore jamais mis la main sur Xavier Dupont de Ligonnès. Il reste le seul témoin et principal suspect de la tuerie de Nantes. Et pourtant, depuis sa dernière disparition à Roquebrune-sur-Argent le 15 avril 2011, il reste introuvable. 10 mois après la levée des scellés en février 2012, la maison du 55 boulevard Schumann est mise en vente. L'annonce est discrète et son prix est largement dévalorisé, du coup logique de fou en raison du drame dont les murs sont témoins. Elle est initialement estimée à 400 000 €. C'est une propriété de 120-140 mètres carrés sur jardin avec terrasse. Initialement estimée à 400 000 €, elle descend à 280 000. Le prix est littéralement divisé par deux, quoi. De nombreux se succèdent en se faisant passer pour des acheteurs potentiels et la maison est marquée vraiment au fer rouge. Bon, elle est finalement vendue une première fois vers 2015 pour environ 200 000 € et les nouveaux propriétaires du coup la rénovent et lui redonnent sa valeur. Vers 2019, elle est à nouveau revendue pour environ 480 000 €. Évidemment, je suis hyper curieux de connaître votre avis sur l'affaire. N'hésitez pas à me dire davantage de détails si j'ai oublié peut-être des informations ou si j'ai mal prononcé certains prénoms, noms ou villes, ça peut m'arriver. Des fois, voilà, des petits bugs comme ça. N'hésitez pas à me laisser vos hypothèses ou Xavier pour vous, voilà, dans les commentaires. Ne restez pas déconnectés trop longtemps. C'était Léo et je vous dis à bientôt. Ah oui, non attendez, je sais pas fini. Quelle personne vous voulez qu'on aborde? J'allais oublier de dire ça dans un autre format comme ça où je raconte des histoires un petit peu de tueurs en série. Dites-moi. Allez, salut. Okay. Oh my god. Angelic is not karma. I'm only doing this because we were forced to. It's okay. It's okay. It's okay. How many ships there is around us? I am not aiming at the Devourer. They do that though. They're ramming the ship on purpose. The Devourer is about to die. Should we board the Devourer? No, we can finish those ships. We can finish those ships. Come on. Okay. Fuck this, guys. Okay, one is almost done. Here, we're right here, may as well repair. Oh no, I need to be on the ship. That was a close call.
We need a rare cannon. We need better cannons. We're gonna run out of wood at this point. It's okay. It's okay. If we can take out this ship, it's gonna be already really